Eh bien, on va passer au dernier exposé de cette session avec Sarah Lemoine, qui va nous parler de l'hépatite auto-immune. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui pour vous parler de l'hépatite auto-immune et je remercie bien sûr les organisateurs de cette journée. Donc pour ce topo, les questions qui m'ont été posées étaient les suivantes. Pour l'hépatite auto-immune, quel traitement? Pour qui? Quand et comment arrêter le traitement? Alors, en introduction, quelques éléments importants sur l'hépatite auto-immune. C'est une maladie rare. La prévalence est estimée entre 4 et 40 pour 100 000 habitants. Le terrain, vous le savez, c'est surtout la femme jeune, mais il existe un deuxième pic à 60 ans. La présentation est très polymorphe et c'est cela qui peut rendre difficile le diagnostic. Le diagnostic va reposer sur un faisceau d'arguments, c'est-à-dire clinique, biologique, mais dans ce faisceau d'arguments, l'histologie sera indispensable. Il est toujours nécessaire de faire la biopsie hépatique pour arriver au diagnostic d'hépatite auto-immune. Et d'ailleurs, le diagnostic est parfois plus un challenge que le traitement. Une fois qu'on a fait le diagnostic d'hépatite auto-immune, il y aura parfois moins de questions pour commencer le traitement. Et puis, il est important de préciser que dans certains cas, chez certains patients, l'hépatite auto-immune va être induite par un médicament. Donc, les plus connus, ce sont l'aminocycline, la nitrofurantoïne et l'infliximab, les anti-TNF-alpha. Mais plus récemment, il y a des hépatites auto-immunes-like qui sont induites par l'immunothérapie, comme les anti-PD-1, le nivolumab. Donc ça, c'est important parce que le fait que ce soit déclenché par un médicament, ça va modifier un peu la prise en charge thérapeutique de cette hépatite auto-immune. Alors, quels sont les objectifs du traitement de l'hépatite auto-immune? C'est très ambitieux, c'est d'obtenir une rémission complète. Donc, rémission à plusieurs niveaux. Déjà au niveau clinique, on veut une régression complète des symptômes du patient. Au niveau biologique, on veut obtenir des transaminases normales et un taux d'IgG normal. On vise une rémission histologique avec une inflammation minime ou bien nulle sur la biopsie hépatique. Et puis, on veut aussi améliorer le pronostic des patients avec notre traitement, c'est-à-dire empêcher la progression vers la cirrhose. Et s'il y a déjà une cirrhose, on veut bien sûr empêcher la survenue d'événements hépatiques. Alors, quels sont les principes du traitement? Eh bien, il va y avoir un traitement d'attaque pour mettre notre patient en rémission et puis un traitement d'entretien pour maintenir cette rémission et prévenir la rechute. Bien sûr, on va toujours essayer d'individualiser le traitement en fonction du patient qu'on a en face de nous. Le traitement va dépendre de l'activité de l'hépatite auto-immune, de la présence ou non d'une cirrhose, et puis du terrain du patient, c'est-à-dire son âge, ses comorbidités. Tout ça, ça va essayer d'un peu d'affiner le traitement pour que le patient ait le traitement qui lui soit le plus adapté possible. Alors, quelles sont les indications de traitement de l'hépatite auto-immune? Eh bien, elles sont très larges. Vous voyez, quand les recommandations internationales, à la fois européennes et américaines, recommandent de traiter les patients dès qu'il y a une activité. Alors, bien sûr, d'autant plus que la fibrose est avancée, qu'il y a une cirrhose, mais dès lors qu'il y a une activité significative au plan histologique, on fait un traitement. Et comme cette activité, elle fait partie des critères diagnostiques, c'est vraiment très fréquent qu'on ait une activité histologique. Alors, pour certains cas, pendant certains patients, quand cette activité est modérée, en particulier avec des transaminases élevées, mais pas trop, une activité histologique pas très importante et que la fibrose n'est pas très avancée, dans ce cas-là, peut se discuter de ne pas traiter de patient, mais il faudra bien sûr, dans ce cas, le surveiller de près, c'est-à-dire le surveiller cliniquement et biologiquement, au moins tous les 3 mois, pour vérifier qu'il n'y a pas une augmentation de l'activité de la maladie. Et bien sûr, dès qu'on détectera une augmentation de cette activité, il faudra mettre en place le traitement. Donc, les recommandations, c'est simple. Tout patient qui a une hépatite auto-immune active, que ce soit active au plan clinique, donc il y a des symptômes, biologiques avec une cytolyse importante ou une activité histologique, ça nécessite de mettre en place un traitement. Toujours, avant de mettre le traitement et de discuter quel traitement, on va peser le rapport bénéfice-risque de ce traitement pour notre patient. Et quand on parle du rapport bénéfice-risque, on a souvent en tête les patients âgés. Est-ce qu'on ne va pas plus les aggraver avec notre traitement et les risques d'effets secondaires que d'apporter un bénéfice? Eh bien, pour ces patients âgés, il y a une étude récente qui a comparé les populations de patients qui avaient une hépatite auto-immune traitée, donc entre les patients qui avaient moins de 70 ans
pardon, plus de 70 ans, 18 patients, et les patients qui avaient moins de 70 ans, 184 patients. Et dans cette étude, c'était rétrospectif, hein, eh bien, il y avait plus de cirrhose chez les patients âgés, 48% versus 27%. Bon, c'est attendu puisque le risque de cirrhose augmente avec l'âge. Eh bien, vous voyez, même si les patients âgés étaient plus souvent cirrhotiques, ils n'avaient pas de différence en termes de réponse au traitement. Ils répondaient aussi bien au traitement que les patients qui avaient un âge inférieur à 70 ans. Et ils avaient un taux de maintenance de la réponse même après l'arrêt du traitement qui était le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins d'efficacité du traitement de l'hépatite auto-immune chez les patients âgés et il n'y a pas plus de rechute. Et en contrepartie, c'est surtout ça qui nous fait peur, hein, c'est les effets secondaires chez nos patients âgés de plus de 70 ans. Eh bien, vous voyez que la fréquence générale de tous les effets secondaires, quand on les met ensemble, elle n'était pas différente. Et notamment l'ostéoporose, qu'on craint à chaque fois pour nos patients âgés, elle n'avait pas d'incidence différente entre les patients âgés et les patients non âgés. Donc, en fin de compte, l'efficacité et la tolérance du traitement de l'hépatite auto-immune, elle est similaire chez les patients de plus de 70 ans. Donc, ces patients, il ne faut pas avoir peur de les traiter. Et puis, dans cette étude, il montrait que la survie des patients globale des plus de 70 ans, elle était inférieure aux jeunes. Mais par contre, la mortalité hépatique n'était pas différente. Donc, bien sûr, ils meurent plus parce qu'ils sont plus âgés. Hein. Ceux qui ont plus de 70 ans, ils vont mourir plus vite que ceux qui ont moins de 70 ans. Mais ils ne meurent pas plus de leur foi. Quand on arrive à les traiter, enfin, quand on les traite, ça se passe bien. Alors, quel traitement pour l'hépatite auto-immune? Donc, vous savez que le traitement de première ligne, ça repose depuis maintenant plusieurs années sur les corticoïdes. Donc, en particulier, cette étude historique avec, vous voyez, 22 patients contrôle, c'est-à-dire qui n'étaient pas traités, et 22 patients qui étaient traités par prednisolone. Eh bien, il y avait une efficacité, bien sûr, indiscutable sur la survie. Donc, la corticothérapie, elle améliore significativement la survie. Ça, on le sait, c'est prouvé. Eh bien, maintenant récemment, pour éviter les effets secondaires de la corticothérapie par prédnisone ou prédnisolone, eh bien, on peut utiliser le budesonide. Donc, le budesonide, c'est un corticoïde qui a une forte extraction hépatique, et donc il va avoir un effet de premier passage hépatique et moins de passage dans la circulation générale, et donc moins d'effets secondaires systémiques. Eh bien, ici, c'était une étude randomisée, contrôlée, qui a montré une supériorité du budesonide par rapport à la prednisone. Et là, cette efficacité, elle était mesurée par l'obtention d'une réponse complète qui était définie par à la fois obtenir des transaminases normales, tout en n'ayant pas d'effet secondaire à 6 mois. Et donc, si on veut avoir ces deux objectifs remplis, le budesonide est plus efficace que la prednisone. À 12 mois, vous voyez, après, par contre, il n'y avait plus de différence. Alors, il y a les recommandations récentes américaines sur l'hépatite auto-immune ont mené une méta-analyse qui ont montré également une supériorité du budesonide par rapport à la prednisone. Vous voyez ici avec un odds ratio de 2,2 presque pour la mise en rémission des patients qui ont une hépatite auto-immune. Donc, ça confirme la place du budesonide qui peut être mis donc, en première intention chez les patients qui ont l'hépatite auto-immune. Toutefois, attention, dans toutes ces études, il n'y avait pas de patients cirrhotiques et pas de patients avec hépatite sévère. Donc, dans ces deux cas-là, vous n'avez pas le droit de commencer, vous ne pouvez pas utiliser le budesonide pour traiter l'hépatite auto-immune. On restera à la prednisone ou prednisolone. Alors, on a parlé du budesonide en première intention, c'est-à-dire à la place de la prednisone. On peut aussi l'utiliser en deuxième intention, c'est-à-dire on a commencé par la prednisone et on a eu des effets secondaires importants. Et bien dans ce cas-là, on peut le switcher par le budesonide. Ça marche bien aussi, ça permet d'obtenir une bonne réponse en termes d'efficacité de traitement et ça permet de réverser même les effets secondaires parce que vous voyez ici l'ostéopénie ou l'ostéoporose qui était induite par la corticothérapie standard. Et bien quand on a switché par le budesonide, là c'était 24 mois après, 2 ans après le début du traitement par budesonide, ça permettait de réaugmenter la densité osseuse de nos patients. Donc là, à nouveau, si on veut switcher par le budesonide, il faut que notre patient n'ait pas de cirrhose et pas d'hépatite auto-immune sévère.
Alors, donc ça, c'était pour mettre le patient en rémission. Maintenant, pour maintenir cette rémission et prévenir la rechute, on va mettre un traitement immunosuppresseur. Et le traitement immunosuppresseur de première ligne, c'est l'azatioprine, l'Immurel. Donc, il est recommandé de le débuter 2 semaines après les corticoïdes. Donc ça va nous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, de confirmer la bonne réponse aux corticoïdes de notre hépatite auto-immune, parce que ça rentre dans les critères diagnostiques. Donc, quand il y avait encore un doute sur le diagnostic positif d'hépatite auto-immune, le fait d'avoir une bonne réponse aux corticoïdes, ça renforce votre diagnostic positif. Et puis, ça permet de diminuer la bilirubine parce qu'on ne veut pas mettre l'azatioprine quand il y a un ictère avec une bilirubine supérieure à 100. En plus de ça, il y a des rares cas aussi d'hépatite induite par l'azatioprine, d'hépatotoxicité. Donc, si vous décalez le début de l'Immurel, ça va vous permettre de faire la différence entre soit une non-réponse de l'hépatite auto-immune, soit une hépatotoxicité à l'azatioprine. La posologie initiale pour ce traitement, c'est de 50 mg par jour, et puis on va l'augmenter progressivement en fonction de la tolérance et de la réponse pour avoir une dose d'entretien entre 1 à 2 mg par kilo par jour. Donc, les effets secondaires principaux de l'azatioprine, c'est la cytopénie et la survenue d'une pancréatite. On peut proposer un dépistage d'un déficit en thiopurine méthyltransférase, l'enzyme qui va métaboliser l'azatioprine avant de débuter le traitement. C'est ce qui est fait en général pour les patients qui ont une MICI. Pour les patients qui ont une hépatite auto-immune, on ne le fait pas systématiquement, ça dépend des centres. Quand on a un déficit dans cette enzyme, on a plus de risque bien sûr d'avoir une cytopénie et des effets secondaires sur les globules. Par contre, même sans déficit en TPMT, on peut avoir une cytopénie importante. Donc, bien sûr, ça n'empêche pas de surveiller la tolérance biologique de ce traitement. Donc, voilà comment ça se passe en pratique clinique. On commence donc par la prédnisone ou prédnisolone ou bien le budesonide. C'est notre traitement d'attaque. Donc, la dose de budesonide, je n'en ai pas parlé, c'est 9 mg par jour en traitement d'attaque. Et puis, au bout de 15 jours, on commence l'azatioprine. Et on va surveiller notre patient de façon très rapprochée, à la fois clinique, mais aussi bien sûr biologique, avec ses transaminases, ses IgG. Les transaminases, dès qu'elles vont avoir baissé de plus de 50% par rapport à leur valeur initiale, ou bien dès qu'elles se sont normalisées, on va commencer à diminuer progressivement notre dose de corticoïdes, soit de la prédnisone, soit du budesonide. Et en parallèle, on va augmenter la dose d'azatioprine. Et le but, c'est d'avoir un traitement d'entretien sans corticoïdes, ou la dose la plus faible de corticoïdes possible, et d'avoir l'Immurel en monothérapie. Et donc, bien sûr, ce schéma, il va être adapté en fonction de chaque patient, en fonction de leur réponse. On ne va pas diminuer au même rythme et en fonction de la tolérance et de l'éventuelle survenue d'effets secondaires. Alors, comment on peut surveiller le traitement par azatioprine? Eh bien, il a été proposé de faire un dosage de ces métabolites, en particulier les cystes-TGN. Donc, ça aussi, c'est fait beaucoup par pour les patients qui ont une MICI et traités par Immurel. En hépatologie, ce n'est pas fait systématiquement pour surveiller leur hépatite auto-immune. Mais dans cette étude récente où ils ont comparé de façon rétrospective des patients qui avaient une hépatite auto-immune, 109 patients traités par Immurel et qui avaient une surveillance des TGN versus les patients qui avaient le même traitement sans surveillance des TGN, eh bien, ils voyaient qu'il y avait une meilleure réponse biologique de l'hépatite auto-immune chez les patients chez qui on surveillait ces 6 TGN. Donc ça permet peut-être d'adapter mieux la dose à chaque traitement, à chaque patient, pour avoir une réponse meilleure. Et en plus de ça, ils ont montré que si on se servait du dosage des cystes-TGN, on pouvait avoir un résiduel des cystes-TGN un peu moindre, c'est-à-dire en dessous de la dose thérapeutique. Et ça permettait de maintenir une bonne réponse biologique tout en ayant moins d'effets secondaires de l'azatioprine. Donc, peut-être à l'avenir, ce serait intéressant de surveiller les cystes-TGN de nos patients, à la fois pour obtenir une meilleure réponse biologique, mais aussi pour avoir moins d'effets secondaires.
Alors, en alternative à l'azatioprine, qu'est-ce qu'on peut proposer comme autre médicament immunosuppresseur? Il y a le mycophénolate mofétyl, MMF, qui a été utilisé dans plusieurs centres, dans plusieurs études, comme en première intention à la place de l'Immurel. Donc, vous voyez ici cette étude observationnelle, c'était 109 patients qui étaient traités par MMF plus prednisone versus 22 patients qui étaient traités par prednisone plus ou moins ASA. Donc là, ce n'est pas du tout randomisé, contrôlé. Et vous voyez que le problème, c'est le groupe contrôle qui est appelé thérapeutique standard. Ils n'avaient pas tous de l'Immurel. Donc, ce n'est pas exactement le traitement standard de référence. Mais dans cette étude, on voyait qu'il y avait une réponse complète induite par le MMF plus prednisone chez 71% des patients versus 45% des patients dans le groupe prednisone plus ou moins ASA. C'était significatif, mais vous voyez, quand on regarde le risque relatif de réponse, l'intervalle de confiance contient 1. Donc finalement, cette étude, elle montre que le MMF prednisone, ça fait aussi bien que prednisone plus ou moins ASA, mais ça fait pas mieux. Alors, on peut aussi proposer le MMF en deuxième intention, c'est-à-dire après l'échec de l'azatioprine. Donc, soit s'il a été inefficace, si l'Immurel a été inefficace, dans ce cas-là, on a 57% de patients qui vont répondre avec le MMF, ou bien de façon plus justifiée peut-être quand les patients ont été intolérants à l'Immurel. Là, on a un peu plus de réponses avec le MMF. Une méta-analyse publiée en 2019 avait regroupé 583 patients qui étaient traités par MMF versus traitement standard. Et on voyait à nouveau qu'il y avait un signal avec peut-être plus de rémission en termes de transaminase et d'IgG normaux dans le groupe MMF par rapport au traitement standard, avec un taux de non-réponse inférieur dans le groupe MMF. Donc tout ça, c'est plutôt des données encourageantes pour le MMF. Mais néanmoins, les recommandations des sociétés savantes, et même celles qui sont toutes récentes américaines de l'année dernière, ils continuent de recommander le MMF seulement en deuxième ligne, et donc préférentiellement en cas d'intolérance à l'azatioprine. Attention, il faut garder en mémoire que le MMF est contre-indiqué en cas de grossesse. Donc, vous avez mis votre traitement d'attaque avec prednisone ou budesonide. Vous avez commencé le traitement immunosuppresseur par azatioprine et vous voyez que vous n'obtenez pas de réponse satisfaisante. Donc là, vous craignez d'avoir une hépatite auto-immune réfractaire. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, il faudra toujours évaluer l'observance du patient, vérifier qu'il prend bien son traitement. Si c'est le cas, vous pouvez doser les cystégènes pour adapter la dose de l'azatioprine, comme on a parlé précédemment. Et puis, si ça ne fait toujours pas d'efficacité sur la biologie, là, il y a plusieurs propositions qui ont été faites par les sociétés savantes. C'est d'abord d'augmenter les corticoïdes et même d'augmenter l'azatioprine jusqu'à une dose de 150 mg par jour et d'attendre un mois pour voir si on a une obtention d'une meilleure réponse biologique. Et puis, sinon, on peut passer dès maintenant à un traitement de deuxième ligne. Donc, il y a plusieurs médicaments qui ont été évalués en deuxième ligne, notamment les anticalcinurines, donc la cyclosporine ou l'otacrolimus, et puis des biothérapies, en particulier les anti-CD20, rituximab. Ici, je ne l'ai pas écrit, mais il y a aussi les anti-TNF-alpha qui ont montré dans des petites séries une efficacité pour traiter l'hépatite auto-immune en traitement de deuxième ligne. En fait, toutes ces études, elles sont des petits effectifs et elles montrent plutôt un signal positif, c'est-à-dire que ces traitements peuvent être efficaces chez certains patients qui ne répondaient pas au traitement de première ligne. Mais on n'a pas encore les éléments pour savoir lesquels choisir en premier parmi les différents qui sont à notre disposition. Et dans les recommandations, qu'elles soient européennes ou américaines, il n'y a pas encore ils ne placent pas de recommandations sur telle ou telle molécule en priorité pour une deuxième ligne. Donc, ça dépend un peu des écoles et des centres dans lesquels on se trouve. Et après, bien sûr, on discute au cas par cas en fonction de notre patient et du risque d'effet secondaire sur chaque terrain. Et puis, il faut bien garder à l'esprit qu'on veut, comme je vous l'ai dit, une rémission complète. On est très ambitieux, on veut que le patient n'ait plus aucun symptôme, qu'il ait une biologie normale, mais ce ne sera pas toujours faisable, en particulier si notre patient a une cirrhose, ce qui est
ce qui est le cas dans à peu près un quart des patients qui ont une hépatite auto-immune au diagnostic, ils ont une cirrhose, voire parfois un tiers selon les séries. Et donc, dans ces cas-là, parfois, du fait de la cirrhose, on n'aura pas des transaminases normales, strictement. Donc, on va se contenter d'un équilibre entre des transaminases subnormales et pas trop d'effets secondaires du traitement. Alors, quelques mots sur des cas particuliers. L'overlap syndrome, c'est l'association de l'hépatite auto-immune avec une CPP ou une CSP. Dans ce cas-là, qu'est-ce que va comporter notre traitement? Alors, on a peu d'études, peu de données pour établir des recommandations. Pour ce qui est de l'overlap entre l'hépatite auto-immune et la CBP, eh bien, on a cette étude qui a donc évalué le traitement de 88 patients avec cet overlap syndrome. 30 patients avaient été traités par UDCA seul, acide ursobésoxycholique, et dans ce cas-là, on avait 63% de répondeurs. Et 58 patients avaient été traités par la bithérapie, c'est-à-dire l'acide ursobésoxycholique avec un traitement immunosuppresseur. Et dans ce cas-là, on avait une réponse un peu plus importante. Vous voyez, 73% versus 63%. Ce n'est pas beaucoup plus haut, mais c'est plutôt encourageant pour plus d'efficacité à associer les deux, immunosuppresseurs plus AUDC seul. Alors, ceux qui n'étaient pas répondeurs à la bithérapie immunosuppresseur plus acide ursobésoxycholique, on leur a proposé un traitement de seconde ligne qui pouvait correspondre à la cyclosporine, tacrolimus, MMF. Et dans ce cas-là, on obtenait une réponse dans la moitié des patients, chez la moitié des patients. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? Eh bien, quand il y a une hépatite auto-immune associée à une CBP, le traitement immunosuppresseur plus acide ursobésoxycholique, il est recommandé donc en association. Pour, par contre, l'overlap syndrome entre hépatite auto-immune et CSP, là, on a beaucoup moins de données et vous savez que même la CSP seule, on n'a pas de preuve de l'efficacité de l'AUDC sur le pronostic de la maladie. Donc là, les recommandations sont très prudentes. Elles disent que ça peut être proposé d'associer les deux médicaments. Et puis, dans les deux cas d'overlap syndrome, si on a une hépatite auto-immune prédominante, c'est ça qui est au premier plan chez votre patient, vous pouvez commencer par un traitement immunosuppresseur d'abord et ensuite vous évaluez la réponse. Et si la réponse est insuffisante, vous pouvez ajouter la UDC dans un second temps. Mais parfois, le traitement immunosuppresseur peut suffire à avoir un bon contrôle de la maladie. En tout cas, il nous manque des données pour répondre bien à cette question du traitement de l'overlap syndrome, encore plus dans la CSP. Alors, un petit mot sur l'hépatite auto-immune et dans le contexte particulier de la grossesse. Donc ça, c'est pas, enfin, je dis un petit mot, mais c'est quelque chose d'important parce que comme on a vu en introduction, l'hépatite auto-immune, c'est la femme jeune. Hein, donc si elle n'est pas enceinte maintenant, elle le sera bientôt ou elle va désirer l'être bientôt. Alors, ce qui est important, bien sûr, c'est de dire à nos patientes que la grossesse n'est pas contre-indiquée si la maladie hépatique est compensée, que le traitement par immunosuppresseur, le traitement de l'hépatite auto-immune ne doit pas être interrompu, il doit être poursuivi pendant la grossesse, en particulier la corticothérapie et l'azatioprine qui ne sont pas contre-indiquées. Mais le MMF, lui, il est contre-indiqué pendant la grossesse. Donc, il faudra bien anticiper le projet de grossesse pour arrêter ce médicament en cas de projet de grossesse. Et puis, il faudra bien sûr expliquer à notre patiente et avoir en tête pour la surveiller que le risque de rechute d'hépatite auto-immune, si elle a arrêté le traitement, par exemple, il est très important dans le postpartum. Donc, c'est là où la surveillance devra être encore plus rapprochée. Alors, un petit mot sur l'hépatite auto-immune sévère. Elle est définie par un TP inférieur à 50%. Dans ce cas-là, on va donner une corticothérapie par voie intraveineuse à forte dose, 100 mg par jour, et on ne va pas donner d'azatioprine. On va évaluer précocement l'efficacité de notre traitement, c'est-à-dire dès le 7e jour, hein, comme dans l'hépatite alcoolique aiguë, voire à J3, je vais vous en parler un petit peu après. Et si c'est efficace, dans ce cas-là, il ne faudra pas tarder, il faudra faire un bilan pré-transplantation hépatique. Si on a une hépatite fulminante, avec donc des signes de sévérité et une encéphalopathie hépatique d'emblée, on va envisager tout de suite la transplantation hépatique, parce que là, on pense que si on met un traitement par corticoïde, on risque de retarder la prise en charge, de retarder la transplantation hépatique, et on aura donc un rapport bénéfice-risque défavorable de ce traitement.
Donc récemment, l'équipe de Paul Brousse a essayé d'identifier des facteurs prédictifs de la réponse de l'hépatite auto-immune sévère à la corticothérapie. Donc ils ont évalué 115 patients qui avaient une hépatite auto-immune sévère définie par un INR au-dessus de 1,5 et ou une bilirubine totale supérieure à 200. Tous ces patients avaient été traités par corticoïdes et ils ont regardé quels étaient les facteurs prédictifs de la non-réponse à la corticothérapie. Donc, dans cette étude, la non-réponse, c'était le fait de décéder ou d'avoir été transplanté à 3 mois. Dans ce cas-là, on était non-répondeur à la corticothérapie. Eh bien, les facteurs prédictifs associés à cette non-réponse identifiés par l'analyse multivariée, c'était l'INR à J0, le delta d'INR entre J0 et J3 et le delta de bilirubine total entre J0 et J3. Et donc, ces 3 facteurs ont été combinés ensemble pour établir un score. C'est le score sur FASA qui doit donc être calculé à J3. Et dès J3, il va pouvoir être prédictif de la réponse à la corticothérapie. Si votre score c'est inférieur à 0,9, vous avez une bonne réponse à la corticothérapie et donc vous allez pouvoir bénéficier de ce traitement et on continue. Si, dans le cas contraire, on a une mauvaise réponse à la corticothérapie, donc peut-être, c'est à confirmer bien sûr par d'autres données, peut-être que dans ce cas-là, il faut pas attendre plus longtemps et évaluer un bilan, faire un bilan pré-transplantation en urgence pour nos patients dès J3 s'ils ont des critères de mauvaise réponse à la corticothérapie. Alors, combien de temps on va durer notre traitement? Eh bien, le traitement d'attaque qui repose sur la corticothérapie, on va essayer de le faire le plus court possible, avec une décroissance progressive des corticoïdes dès que les transaminases ont diminué de plus de 50% par rapport à baseline, et on va le décroître progressivement, puis l'arrêter. On a vraiment envie de limiter la corticothérapie dans le temps, parce qu'on sait que plus elle va être prolongée, plus les effets secondaires vont être invalidants pour nos patients, à la fois sur le plan esthétique, vous voyez, avec le faciès cushingoïde, la prise de poids, les vergetures, le syndrome métabolique qui va avec, et puis l'ostéoporose. Le traitement d'entretien, lui, donc l'immunosuppresseur par azatioprine le plus souvent, il va être maintenu au moins 3 ans et il est recommandé de le maintenir au moins 2 ans après la normalisation biologique. Donc, il faut bien noter, quand vous surveillez votre patient, à partir de quand il a eu des transaminases normales, des IgG normales, et là, il faut attendre au moins 2 ans avant de pouvoir arrêter le traitement. Parce qu'on sait que plus le traitement est long, moins il y aura de rechute. Ça a été bien montré dans les différentes études. Si on n'arrive pas à obtenir de rémission biologique, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a du mal à proposer un arrêt du traitement. Et puis, il y a le cas particulier de l'hépatite auto-immune induite par un médicament, comme je vous en ai parlé dans l'introduction. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de traitement d'entretien. On fera seulement notre traitement d'attaque pour la mise en rémission, c'est-à-dire prednisone ou budesonide. Donc, la rechute à l'arrêt du traitement, elle est très fréquente. Vous voyez ici le pourcentage de patients qui restent en rémission avec le temps. Il est vraiment... il diminue très, très rapidement et on pense que la rechute, c'est la majorité des patients à l'arrêt du traitement. Donc, comment on peut savoir si c'est le bon moment pour arrêter le traitement ou pas? On a quelques données dans cette étude prospective. C'était 17 patients donc non cirrhotiques qui étaient en rémission depuis 2 ans. Ils leur ont fait tous une biopsie hépatique avant l'arrêt. 5 patients, il restait une activité sur la biopsie avec un score d'activité, vous voyez ici à 6, donc ces patients ont continué le traitement et 12 patients avaient une activité faible ou nulle et dans ce cas-là, ils ont arrêté le traitement. Eh bien, quand on a comparé les caractéristiques biologiques de ces patients, on voyait que ceux pour lesquels on avait obtenu une rémission histologique, c'était ceux qui avaient plus de cytolyse au départ de la maladie, au moment du diagnostic, donc ceux qui avaient une maladie un peu plus aiguë, c'est ceux-là qui avaient plus de chances d'avoir une rémission histologique. Et au moment de l'arrêt, ils avaient des transaminases normales, comme tous, puisque c'était le critère d'inclusion de l'étude, mais leurs transaminases étaient inférieures à ceux qui avaient encore des transaminases normales, mais encore une activité histologique. Donc c'est pour ça qu'en plus d'avoir des transaminases normales, on veut des transaminases basses et on aimerait bien inférieure à 0,5 fois la limite supérieure de la normale. Chez ces patients-là,
on pense que l'inflammation histologique va pouvoir être bien réduite pour être minime ou nulle. Et après, donc, ils ont suivi ces patients chez qui ils avaient arrêté le traitement, les 12. Et puis, sur les 12, il y en a 4 qui ont rechuté et 8 qui n'ont pas rechuté. Et là, quand on essaie de les comparer, quand on essaie de les comparer pour obtenir des facteurs prédictifs de la rechute, malheureusement, là, il n'y en a pas. Donc, ceux chez qui on a arrêté le traitement, ils se ressemblaient et certains ont rechuté, d'autres pas. Donc, cette autre étude, elle a comparé, cette fois de façon rétrospective, des patients qui avaient arrêté le traitement soit avec une biopsie au préalable. Donc, vous voyez, les patients qui ont une biopsie au préalable, il y avait, et qui ont arrêté le traitement, 30% de rechute. Et ceux qui n'ont pas eu de biopsie au préalable avant l'arrêt du traitement, 20% de rechute. Donc, finalement, dans cette étude, ils disent que le fait de faire une biopsie ou non avant d'arrêter le traitement, ça ne permettait pas de modifier le risque de rechute. Et donc, on proposait toujours de faire une biopsie hépatique de façon systématique avant l'arrêt du traitement pour évaluer l'inflammation résiduelle. Si l'inflammation elle était persistante, on disait c'est trop risqué, le patient va rechuter, on n'arrête pas. S'il y avait une cirrhose sur la biopsie, pareil, on disait c'est trop dangereux, le patient s'il rechute, il va faire une décompensation de sa cirrhose, donc on n'arrête pas. Aujourd'hui, on a une attitude différente. Et la biopsie, elle n'est pas obligatoire avant l'arrêt du traitement si on n'a pas de cirrhose et si on a obtenu des critères de bon pronostic, c'est-à-dire des transaminases encore mieux que normal, inférieures à 0,5 fois la limite supérieure de la normale, des IgG basses, le cutoff c'est 12 grammes par litre, et pas d'élévation de l'élastométrie. Je ne vous ai pas parlé encore de l'élastométrie, mais vous savez qu'en cas de rémission de l'hépatite auto-immune, l'élastométrie, elle permet d'évaluer la fibrose, elle a une performance en cas de rémission de l'hépatite auto-immune, et si elle reste stable, si elle n'est pas en augmentation, que vous avez des transaminases basses, des IgG basses, là, et pas de cirrhose, vous pouvez faire un arrêt du traitement sans biopsie. Donc ça, c'est relativement nouveau. Si vous arrêtez le traitement, bien sûr, il va falloir surveiller votre malade, surveillance biologique à vie, au départ de façon rapprochée, tous les 3 mois la première année, et puis tous les 6 mois, et parce que la récidive reste quand même fréquente. Et si on a une rechute alors qu'on était en train d'arrêter le traitement ou pendant la phase d'entretien, on va être plus motivé à garder un traitement immunosuppresseur au long cours. Alors, en fait, si on a beaucoup de rechutes, c'est peut-être parce que notre traitement, il n'est pas très spécifique. On donne des traitements par corticoïdes et des immunosuppresseurs qui ont une action large et qui n'ont pas une action ciblée sur la physiopathologie de l'hépatite auto-immune. Donc, cette physiopathologie, elle est quand même de mieux en mieux connue avec des études précliniques. Et on sait qu'il y a différentes cascades de cellules inflammatoires, de cytokines qui vont être mises en jeu. Et donc, peut-être que le traitement du futur, il reposerait sur des traitements qui vont plus cibler les voies de l'inflammation, les voies de l'immunité qui sont mises en jeu dans l'hépatite auto-immune. Donc, peut-être qu'on va essayer de dépléter les lymphocytes B avec des anti-BAF. Il y a des médicaments comme ça qui sont en ce moment évalués dans des études pour les patients avec une hépatite auto-immune. Peut-être plutôt cibler leur lymphocyte T en faisant des déplétions de lymphocytes T. Et puis, peut-être qu'on pourrait jouer sur les lymphocytes Treg. Donc, vous savez qu'eux, ils ont une place très importante sur la physiopathologie de l'hépatite auto-immune. Donc, peut-être qu'on pourrait les booster avec des cytokines, par exemple IL-2 ou des anti-TH17. Et puis, peut-être qu'on pourrait faire un transfert adoptif des lymphocytes Treg pour soigner nos patients qui ont une hépatite auto-immune. Alors, qu'est-ce que c'est le transfert adoptif? Eh bien, en fait, c'est comme une autogreffe. Vous allez prélever tous les leucocytes circulants de votre patient. Vous allez obtenir donc les lymphocytes B, lymphocytes T, les lymphocytes Treg qui sont en minorité. Puis, vous allez les trier, garder que les Treg et les réinjecter dans votre patient.
Et donc, dans cette étude pilote, qui a été faite seulement chez 4 patients qui avaient une hépatite auto-immune, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont prélevé les leucocytes, sélectionné les Treg, ils les ont marqués avec des traceurs qui nous permettaient de les voir en PET scan. Donc, ils les ont réinjectés dans les patients. Ils ont fait des surveillances de patients avec des PET scans à plusieurs heures et ils ont vu une efficacité du homing, c'est-à-dire que les lymphocytes Treg qu'on réinjectés, ils allaient se localiser dans le foie du patient. Et ça se passait bien, il n'y avait pas d'effet secondaire. Donc peut-être que ce sera des pistes pour les traitements du futur, pour faire un traitement un peu plus spécifique sur la physiopathologie de l'hépatite auto-immune et d'avoir moins de rechutes de l'hépatite auto-immune. Et puis, je ne pouvais pas finir ce topo sans vous dire peut-être aussi un mot sur le microbiote intestinal. Vous savez, comme dans toutes les maladies chroniques du foie, le microbiote intestinal, il a été étudié au cours de l'hépatite auto-immune et il existe une dysbiose intestinale chez les patients qui ont une hépatite auto-immune. Donc, peut-être que moduler le microbiote intestinal, ça fera partie des futures armes thérapeutiques du futur pour l'hépatite auto-immune. Voilà, en conclusion, quelques mots-clés pour le traitement des hépatites auto-immunes. Le traitement de première ligne, ça comporte le traitement d'attaque avec la prénisolone ou le budesonide. Le budesonide, on peut maintenant le recommander en première intention, mais attention, pas chez les patients qui ont une hépatite auto-immune sévère, pas chez les patients qui ont une cirrhose. Le traitement d'entretien qui sera instauré dès 15 jours après, les recommandations, c'est toujours l'azatioprine. En deuxième ligne, vous pouvez utiliser le MMF, notamment en cas d'intolérance à l'azatioprine. En cas d'inefficacité, on va plutôt choisir les molécules comme le tacrolimus, la cyclosporine. La décision d'arrêt du traitement, elle pourra être faite seulement après 3 ans de traitement et après 2 ans de tests hépatiques normaux. La biopsie hépatique n'est plus indispensable avant d'arrêter le traitement, mais attention, quand vous arrêtez le traitement, il faut bien avoir la certitude de pouvoir suivre votre patient. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, on a une discussion qui va se poursuivre jusqu'à 13 h, qui est une discussion générale. Et bien sûr, on va commencer par une discussion sur l'hépatite auto-immune. Alors, sur l'hépatite auto-immune, le critère de jugement sont les transaminases normales. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, malgré tout, que la maladie évolue alors que les transaminases sont normales? On voit bien que sur la rechute, il faut qu'elle soit vraiment très, très basse. Voilà. Les transaminases normales, est-ce que c'est un critère suffisant? Alors, on veut transaminase normale et IgG normale, pas que les transaminases. Et effectivement, avec ces critères-là, on se rend compte, si on leur fait une biopsie à tous, que certains gardent une activité de leur maladie, donc qui peut potentiellement évoluer vers la fibrose. Donc pour l'instant, on n'a pas de recommandation en fonction du taux de transaminase parmi le range de la normale, c'est-à-dire si elles sont à 25 ou à 15, il n'y a pas de recommandation d'adapter le traitement. Peut-être que c'est ce qu'il faudra faire pour l'avenir, effectivement. Montrer que même si on a des transaminases normales, mais qu'elles sont au-dessus de la 0,5 fois la normale, il faut quand même intensifier notre traitement, peut-être. Alors, on se base aussi quand même, enfin, c'est comme disait Christophe tout à l'heure, c'est pas écrit dans les recommandations au cours de la surveillance du traitement pour la CBP, l'élastométrie. C'est pareil pour l'hépatite auto-immune, rien n'est écrit, mais quand on suit notre patient, qu'il a des transaminases normales, des IgG normales, si en plus il a une élastométrie qui reste stable et qui n'augmente pas, on est quand même rassuré pour garder ce traitement-là sans l'intensifier. Tout à fait. D'accord, merci. Alors, l'hépatite auto-immune, ça semble finalement simple à gérer lorsque c'est d'origine médicamenteuse. Oui. Mais alors, comment est-ce qu'on identifie que c'est une hépatite médicamenteuse? Parce qu'il y a un certain nombre de médicaments qui sont listés. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être quand même susceptibles d'induire cette hépatite auto-immune. Comment est-ce qu'on reconnaît une hépatite auto-immune d'origine médicamenteuse? Alors, c'est vrai que ça peut être difficile à faire, le diagnostic. C'est bien sûr l'anamnèse qui doit être très... on doit bien sûr interroger notre patient sur les médicaments qu'il a pris les semaines d'avant, voire même les mois d'avant. Et puis, à chaque fois, on rediscute entre nous, avec aussi l'équipe de pharmacovigilance, avec l'imputabilité du médicament. Et on a parfois une forte présomption, mais on n'est pas sûr, effectivement, que ce soit une hépatite auto-immune due au médicament. Mais quand il y a un médicament qui a été pris quand même avant que ça n'arrive et que
ça ressemble à ça dans l'histoire clinique et biologique, on mise sur ce diagnostic et c'est là où on ne va pas mettre de traitement immunosuppresseur en première intention. Après, je pense que si la maladie elle va revenir à l'arrêt des corticoïdes, là, ça fait aussi rediscuter le traitement. Peut-être que ce n'était pas induit par le médicament, finalement. Enfin, ça fait rediscuter le diagnostic. D'accord. Alors, le budesonide, c'est le traitement, on va dire, idéal, entre guillemets, presque, hein, pour les effets secondaires, en tout cas par rapport à la corticothérapie générale. Est-ce que, finalement, le budesonide, il pourrait être poursuivi au long cours en monothérapie si on veut éviter les autres immunosuppresseurs, etc. Voilà. Alors, c'est vrai que dans les recommandations, il parle aussi d'une alternative à l'azatioprine, c'est corticothérapie low dose, donc prednisone 10 mg, ou budesonide. Alors, budesonide, je pense qu'on n'a pas de données dans la littérature chez les patients qui ont des budesonides comme ça au long cours et voir est-ce que ça permet de maintenir une rémission au long cours avec une bonne tolérance. A priori, c'est ce qu'on pense, mais on ne le sait pas, il n'y a pas de données qui peuvent montrer ça. D'accord. Mais de l'expérience, en tout cas clinique, je pense qu'effectivement, on voit que la tolérance est bien meilleure chez les patients qui ont du budesonide pendant des mois, voire plusieurs années, par rapport à une corticothérapie au long cours. Les facteurs prédictifs d'échec finalement du schéma classique corticoïde immurel qui ferait passer tout de suite à la cyclo ou au prographe. Alors, passer tout de suite, c'est-à-dire se dire, ben voilà, on va être en échec, il y a toutes les même chances pas qu'on besoin soit de en passer échec par la et qu'on passe même pas par le schéma classique. Est-ce que je pense qu'on ne peut pas faire ça peut pour pas, l'instant. Donc c'est toujours corticoïde, Oui. forte dose, on va dire, en première ligne, ou budesonide plus immurel. On sait que ceux qui vont moins répondre, c'est probablement ceux qui sont cirrhotiques. On le voit déjà aussi avec le MMF. Les cirrhotiques répondent moins bien que les non-cirrhotiques. Mais c'est tout. Et effectivement, ceux-là, on ne peut pas, pour l'instant, se passer de la première ligne historique, si je peux dire, avec corticoïdes, azatioprine. Alors, c'est vrai, peut-être on va les surveiller de plus près et switcher plus rapidement, mais ça, ce n'est pas encore bien codifié. Il n'y a pas de date, par exemple, pour dire là, c'est sûr, il ne répond pas. Tout à l'heure, on a vu les critères de Paris 2 avec la CBP, c'est à 1 an, peut-être même à 6 mois. Là, on n'a pas vraiment de date. On essaye d'avoir une rémission dès les premiers mois avec le traitement d'attaque. Mais à partir de quand on va se dire on switch, ça, c'est pas encore bien codifié. Il y a un message très fort sur l'arrêt du traitement, finalement. Hein. On a vu qu'il y a des données qui clarifient le débat, parce que c'est vrai que biopsie, pas de biopsie, c'est vraiment une question qui revient tout le temps. Est-ce que l'arrêt, une fois qu'on a décidé de le faire, on le fait brutalement, on diminue progressivement l'immurel, on a vu qu'on pouvait probablement ajuster la dose pour avoir une dose minimale efficace. Est-ce qu'après, on diminue progressivement, on arrête tout? On diminue progressivement notre immunosuppresseur, quel qu'il soit. D'accord. Bon, je crois que j'ai fait le tour pour les questions hépatite auto-immune. Alors, on va revenir sur une question de la salle pour Christophe, qui est acide urso, transplantation hépatique pour hépatite auto-immune. Pour hépatite auto-immune? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire, acide urso, y a-t-il une place au traitement par acide urso pour la prise en charge des hépatites auto-immunes hors syndrome de chevauchement? Alors, tu peux répondre déjà probablement sur CDT, ce qui est déjà une nouvelle très importante, et après peut-être enchaîner sur HAI. Alors, je pense qu'il y a une discussion qu'on peut avoir sur des formes peut-être minimes d'overlap syndrome où l'AUDC pourrait avoir sa place seule, c'est-à-dire que d'abord l'overlap syndrome, vous savez, c'est une entité qui fait pas consensus dans le microcosme des spécialistes de cette maladie et en fait dans des formes peut-être intermédiaires et non sévères, on peut peut-être, ça a été l'une des propositions des recommandations il y a quelques années, commencer par l'AUDC, je parle de l'overlap syndrome CBP hépatite auto-immune, commencer par l'AUDC
et puis voir si sur 6 mois, on a obtenu une bonne réponse, et n'envisager que le traitement immunosuppresseur aux corticoïdes, que si on n'a pas de réponse à l'AUDC. Il faut savoir aussi que nos collègues japonais ont une certaine expérience de l'utilisation de l'AUDC dans des hépatites auto-immunes peu sévères, et avec des résultats qu'ils ont publiés qui sont parfois intéressants. Enfin, je ne veux pas donner des informations qui perturbent le message qui vient d'être donné très clair sur le traitement d'hépatite auto-immune, mais il y a peut-être une place d'un traitement anti-inflammatoire des hépatites auto-immunes par l'AUDC. Pour AUDC et transplantation hépatique, oui, alors là, il y a quelque chose qui est globalement nouveau, puisque transplantation hépatique pour CBP, c'est qu'effectivement, on a pu montrer que, sur une étude rétrospective, toujours là, pareil, à large échelle, que l'AUDC donné préventivement après la transplantation hépatique avait un impact très bénéfique sur le ralentissement de la récidive de la maladie après greffe, de la récidive de la CBP après greffe. Et non seulement de la récidive de la maladie après greffe, mais également des conséquences à distance de cette récidive, avec une diminution de la mortalité hépatique et de la perte du greffon. Donc, ça reste une étude rétrospective ajustée sur des facteurs pronostiques, ce n'est pas un essai thérapeutique, mais vu l'innocuité de ce médicament qui est quand même très bien toléré, qui est très peu coûteux, ça doit être incitatif pour les transplanteurs de proposer un traitement par AUDC chez tout patient greffé pour CBP. Voilà. Après, il n'y a pas de recommandation internationale actuellement mais ce résultat n'a été publié que l'année dernière. Donc peut-être que ça peut faire bouger les lignes, mais pour le moment, il n'a pas donné lieu à des recommandations. D'accord, je vois qu'il y a des... Merci. Il y a des questions de la salle qui sont venues sur l'hépatite auto-immune. Alors, est-ce que chez les patients cirrhotiques, on arrête finalement le traitement? Oui, alors ça, vous avez vu, je ne l'ai pas écrit dans mes diapositives parce que c'est encore pas vraiment validé pour les recommandations. C'est-à-dire qu'avant, il était écrit noir sur blanc, quand on est cirrhotique, on n'arrête pas le traitement. Maintenant, on se dit, si on est cirrhotique, on pourra peut-être arrêter le traitement, mais en tout cas, chez ces patients, on ne peut pas se passer de la biopsie avant d'arrêter le traitement pour évaluer l'inflammation résiduelle. Donc, on ne se ferme pas la porte, mais il faut plus de précautions pour arrêter le traitement chez les patients cirrhotiques et on ne peut pas se passer d'une biopsie. Déjà pour voir est-ce que la cirrhose a régressé par rapport à la cirrhose qu'il y avait au diagnostic et puis voir est-ce qu'il y a de l'inflammation qui persiste. D'accord, merci. Alors qu'avant, c'est vrai, on disait cirrhose, pas d'arrêt, on était vraiment plus catégorique. Je pense que les choses sont plus ouvertes maintenant à la discussion et au cas par cas. Une question pour Olivier. Oui. Alors, Olivier, si on a des sténoses multiples et une sténose dominante, est-ce que ça sert de dilater la sténose dominante? Donc là, ça rejoint les critiques qu'on a faites sur le terme de sténose dominante, parce qu'en effet, il peut y avoir plusieurs sténoses très, très serrées. Donc, laquelle est vraiment dominante, ça, c'est très difficile d'apprécier. Donc, c'est pour ça qu'on pense que ce mot est inapproprié. Quoi qu'il en soit, en termes de problèmes cliniques, alors, si le nombre de sténoses très, très serrées est limité et éventuellement accessible, par exemple, si c'est dans la voie biliaire principale et puis au début du canal hépatique gauche, on peut envisager d'essayer de traiter les deux. Donc, qu'il y ait plusieurs sténoses hyperserrées n'est pas une contre-indication, à mon sens, n'est pas une contre-indication absolue à un geste endoscopique. Par contre, si c'est vraiment multiple, avec des sténoses allant loin dans le parenchyme hépatique, là, je crois qu'il n'est pas raisonnable
de proposer un traitement endoscopique des sténoses sévères simplement accessible. Mais c'est une question, ça je trouve, de chaque staff. Toutes les semaines, on se dit, est-ce que là, ça vaut le coup ou pas? Est-ce que la balance bénéfice-risque est en faveur de l'intervention? Et malheureusement, on n'a pas toujours de réponse. C'est pour ça que le caractère associé, on ne traite pas que des images, donc c'est le caractère vraiment d'une aggravation biologique ou bien sûr clinique pèse dans la balance. On va être d'autant plus interventionnel qu'il y a des paramètres cliniques ou biologiques qui se dégradent. Mais situation très, très, très difficile. Justement, d'un point de vue clinique, quand on parle de dégradation clinique, est-ce que vous prenez en compte des aggravations on va dire, qui sont des espèces d'angiocolites, mais sans fièvre, sans bactériémie? Parce qu'on voit ça quelquefois où il y a une dégradation biologique, il y a de la douleur. On dirait, tiens, c'est une angiocolite, c'est abatardie. Et est-ce que pour vous, c'est un épisode clinique tel que… Alors, bien sûr, l'épisode clinique le plus indiscutable, c'est la bonne vieille angiocolite avec, si possible, une septicémie, si je veux dire, enfin un germe identifié, mais bon, là c'est facile. Et je crois qu'un patient qui décrit des douleurs et des épisodes fébriles, on retient comme un épisode clinique significatif. D'accord. Et à l'opposé, on peut avoir des épisodes fébriles sans grande modification des tests hépatiques d'ailleurs. On pense que c'est sans doute des angiocolites à minima, mais sans preuve. Donc, s'il y a des épisodes fébriles, même isolés, répétés, sans autre explication, on va le retenir comme un épisode significatif. D'accord. Un point commun, on va dire, qui est le bézafibrate. Alors, le bézafibrate, on l'a vu dans la cholangite biliaire primitive. Le bézafibrate dans la cholangite sclérosante primitive. Un petit mot? Volontiers, en sachant que, donc, grâce à Sarah, d'ailleurs, on a eu une première expérience, mes pilotes sur quelques malades, montrant un effet biologique proche de celui observé dans la CBP, c'est-à-dire avec une baisse assez impressionnante des phosphatases alcalines, avec retour aux valeurs initiales après arrêt. Et c'est la raison pour laquelle donc, on vient de lancer un PHRC, la Bésasclair, donc avec les inclusions qui ont commencé. Donc, traitement, étude randomisée sur 2 ans, URSO plus BESA versus URSO plus placebo, avec un critère biologique, donc l'évolution de la cholestase et élastométrique. Et là, donc, pour les patients, l'avantage, c'est-à-dire que c'est des explorations non invasives, il n'y a pas de biopsie hépatique. Pour évaluer la fibrose, on se base essentiellement sur le fibroscan. Donc, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà screené des malades voire inclus. Et bien sûr, toute l'équipe vous encourage à inclure ces patients parce que la cholangite reste une maladie sans traitement médical à l'efficacité démontrée. Donc, il faut absolument qu'on avance. Justement, le bézafibrate, là, il est positionné toujours en seconde ligne. Est-ce que, alors, dans l'une ou l'autre des maladies, finalement, vous voyez une place en première ligne par rapport à l'acide urso? Alors là, pour un CSP, là, on est encore loin. Là, je vais laisser Christophe répondre sur la CBP. Il y a quand même des données plus solides. D'une part, chez les rares patients qui ont une intolérance à la UDC, il a toute sa légitimité comme première ligne de traitement, en quelque sorte bien tolérée. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a des pays où l'AUDC n'est pas disponible. Et notamment dans le Maghreb, certains pays n'ont pas la UDC alors qu'ils ont des fibrates et donc ils disposent actuellement d'un traitement efficace pour la cholangite biliaire primitive. Et puis après, la question qui est en suspens, c'est est-ce qu'il ne faut pas d'emblée associer
un traitement qui serait plus efficace d'emblée plutôt que d'attendre une non-réponse au traitement. C'est une stratégie qui n'a pas encore été légitimée, mais on dispose actuellement de facteurs prédictifs et de scores prédictifs de la réponse à la UDC qui pourraient peut-être à l'avenir nous permettre d'avoir une stratégie en disant ce patient ne va pas avoir de réponse satisfaisante à la UDC, il est légitime de lui proposer une bithérapie à UDC bézafibrate, par exemple. Mais ça c'est la recherche clinique, ce n'est pas de la pratique courante. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Alors, j'ai une question, revenir sur Sarah. Finalement, tu as dit, bon, il y a des équipes qui recherchent la toxicité de l'imurène et qui font le dosage du TPMT. C'est quoi votre position, votre recommandation? Parce que c'est vrai qu'on voit des pratiques vraiment très différentes. Il y a une recommandation, un conseil, c'est on le fait pas. Voilà. Qu'est-ce que fait Saint-Antoine, l'équipe de Saint-Antoine? Alors, on a fait des recommandations pour les tests non invasifs pour la FEF et notre conclusion, c'était ça peut être fait. Donc, ce n'est pas recommandé de le faire à chaque fois. D'accord. On ne le fait pas systématiquement à Saint-Antoine. Alors que c'est vrai que les patients qui sont traités pour une MICI l'ont presque systématiquement. On a vraiment des différences de pratique. D'accord. Non, c'est parce qu'il y a on a des migrants, hein, c'est-à-dire des gens qui viennent de Paris, qui viennent s'installer de plus en plus en Normandie. Et puis, ils arrivent des fois, et puis ils font leur test, c'est bien, mais on a fait ce test-là, et puis nous, on dit, on ne le fait pas d'habitude, et donc on a des questions. Donc, voilà, c'était pour savoir finalement quelle était votre position, et si on faisait mal ou pas. Voilà, alors je regarde le chat, il n'y a rien de particulier qui arrive. Bon, il est 56, eh bien, je pense qu'on peut clore cette session. Merci beaucoup aux orateurs, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Et donc, la réunion va reprendre à 14h30 avec les maladies métaboliques et le foie de l'enfant à l'adulte. Donc, à bientôt.